Peut-être vous pouvez vous signaler, vous présenter avant qu'on commence. Monsieur Benelage. Monsieur Benelage, enchanté. Donc, Université de Constantine I en Algérie. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche un peu le numérique, que ce soit dans le secondaire ou le supérieur, puisque je suis enseignant à l'université. Je suis un peu dans le e-learning, donc ça m'intéresse énormément. Je suis dans un programme en ce moment même de formation continue pour les enseignants du moyen. Donc là, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche un peu le numérique dans l'enseignement de façon globale. Ok, très bien. Voilà. Écoutez, on espère pouvoir répondre à vos questions. Mademoiselle Émilie Brun, peut-être vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, donc Émilie Brun, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Sud, Paris 11, en chimie. Comme j'enseigne en L1, je suis intéressée bien évidemment par le nouveau programme de terminale et notamment l'impact de cette démarche scientifique. D'accord, très bien. Monsieur ou Madame Fabien. Bonjour à tous, Jean-Pierre Fabien, je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique sur le rectorat de l'Académie de Poitiers en sciences de la vie et de la terre. Et en fait, c'est mon fonds de commerce, la démarche scientifique. Et j'aimerais voir un peu justement comment on arrive à changer un peu les pratiques de pseudo-démarche. Le doute scientifique n'existe pas, donc je voulais avoir un nouvel avis. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors Madame Brost, peut-être vous pouvez vous présenter. Alors pour Madame Brost, professeure agrégée en chimie à l'Université Paul Sabatier Toulouse 3, qui enseigne en L1, L2, L3. Et Madame Réverdy, peut-être vous pouvez vous présenter. Donc, Madame Réverdy, enseignante en physique-chimie et détachée à l'Institut français d'éducation, maître de conférences en physique et intervient notamment dans les tests de positionnement. Alors, si vous voulez bien, du coup, on va laisser la parole à Sophie. Je vais me présenter parce qu'un certain nombre me connaissent. Donc, Sophie Jeuquet, je suis maître de conférences en physique à l'Université Bordeaux 1 et j'interviens à l'UNICEF dans le cadre du projet de test de positionnement et sur la partie utilisation des ressources numériques et de la pédagogie. Donc, dans le cadre du projet de test de positionnement, on s'est intéressé au nouveau programme, il fallait un référentiel, et puis aussi sur les points qui allaient changer et qui pouvaient impacter nos enseignements à l'université. J'avais fait une présentation un peu globale de la réforme il y a un mois. Il m'a paru important, avant de s'attaquer à des webinaires plus thématiques, de présenter pour nous une grosse modification qui est cette approche de la démarche scientifique. J'ai juste repris les objectifs qui avaient été donnés au lycée, donc en seconde sur la partie générale et puis sur le cycle terminal. Alors comme d'habitude, je me centrerai essentiellement sur la filière scientifique. Je fais un petit résumé de ce qu'il y aura là. Puis je montrerai quelques documents et éditeurs. Alors des manuels scolaires, pourquoi? Puisque avec les collègues avec lesquels j'ai pu intervenir, des collègues du secondaire, c'est vrai que cette démarche qu'ils mettent en avant, elle s'appuie sur les livres et le changement dans les livres est assez significatif. Et puis j'ouvrirai la discussion, puisque je pense qu'on a surtout à discuter autour de ça, sur l'impact que ça peut avoir sur nos enseignements à l'université et notamment sur le L1. Alors, je me suis basée sur les textes officiels, donc j'ai juste donné 2 références ici. Bien sûr, n'hésitez pas à nous en donner d'autres. Je les ai pas toutes mises, j'en ai consulté d'autres. On commence par la seconde. Donc, j'ai parlé des maths, des sciences physiques et chimiques et de la partie sciences de la vie et de la terre. Je regarde la partie, les objectifs qui sont donnés. On parle de culture scientifique, que ce soit culture mathématique, que ce soit culture physique-chimie, enfin culture en physique et chimie ou en sciences de la vie et de la terre. On parle d'une culture scientifique de base qu'il faut que les élèves acquièrent pour pouvoir mieux comprendre la société dans laquelle on vit et qu'ils soient capables d'analyser et d'acquérir un sens critique sur l'ensemble des thématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc ça, c'était le premier constat, on l'a vu dans le cadre de la réforme du lycée. Et donc, il faut qu'ils sachent utiliser leurs connaissances dans un cadre d'analyse de texte et aussi d'une expérience. Ça, ce sont les objectifs qui sont donnés sur l'ensemble. Donc, on retiendra donc la culture scientifique, l'esprit critique, et aussi on cherche à motiver des élèves pour des études supérieures, des études scientifiques supérieures, puisque comme on le sait, on a un grand nombre d'étudiants de la filière scientifique et qui ne poursuivent pas en sciences. Donc voilà donc les objectifs généraux qui ont été donnés au niveau de la seconde et que l'on retrouve dans le cycle terminal, à la fois en mathématiques, en physique-chimie et en sciences de la vie et de la terre. Donc les termes importants, c'est qu'on rentre sur une notion de compétence et sur une notion de connaissance, bien
bien entendu, quand on est sur une démarche scientifique, la compétence, la première, va être pouvoir faire des recherches, d'analyser. Donc, sur les mathématiques, la partie raisonnement est pointée de manière importante. Et l'esprit critique, comme je l'ai dit. On voit apparaître toute la partie PICE, donc nous, sur Uniciel, bien sûr, nous intéresse fortement, mais elle ne vient qu'en appui à la démarche scientifique que l'on peut connaître. Si j'ai parlé des mathématiques en premier, c'est pour une raison importante, c'est que on va parler de modélisation dans la démarche scientifique, et donc on va avoir besoin des connaissances de mathématiques tout au long de notre étude. Et il se trouve que cette partie interdisciplinarité est renforcée aussi dans le cadre des différents enseignements et aussi qui peut être renforcée de par l'autonomie des établissements et les projets interdisciplinaires qui vont être mis en place. Donc, si je reviens sur la partie physique-chimie, alors bien sûr, j'ai tendance peut-être à me centrer un petit peu plus sur celle-là parce que je la connais mieux. Donc la démarche scientifique que l'on met en œuvre dans le cycle terminal, c'est organisé pour la partie physique-chimie, mais aussi pour la partie sciences de la vie de la Terre, donc pour la partie réellement expérimentale, on va dire, sur la partie observation, modélisation, donc avec l'aide à la fois de mathématiques, mais aussi de sciences de l'ingénieur, et puis après la partie comment je peux mettre en œuvre pour vérifier mes raisonnements dessus, et puis critiquer, et puis savoir aussi comment est le résultat d'expérience par rapport à une théorie, donc aller le comprendre. Une autre partie qui est non négligeable dans cette démarche scientifique, c'est aussi la partie du travail en équipe. Donc ça avait déjà fait son apparition avec tout ce qui était TTE, mais ça va être renforcé dans le cadre de ces démarches scientifiques. Si on s'intéresse à la manière dont c'est mis en œuvre, puisque c'est quand même cela qui nous énormément, ça va être dans le cadre de mise en œuvre d'activités expérimentales, donc ils vont faire des petites expériences de cours, alors, soit l'enseignant, soit amener les élèves à les faire, mais dans un cadre de découverte de la thématique. Mais aussi, ça peut être via des documents scientifiques, donc ça peut être aussi bien de l'analyse de documentation scientifique sur certaines machines, mais aussi d'articles qui vont avoir à analyser, extraire les informations et pouvoir proposer à partir des connaissances qu'ils ont et de ce qu'ils ont trouvé une information structurée et faisant appel à leur connaissance. Alors, il faut voir que cette démarche d'analyse scientifique, d'analyse critique, vient en poursuite de ce qui a été fait au collège, que les capacités de raisonnement et d'analyse critique avaient été mises en exergue dans les programmes depuis quelques années, depuis la réforme. Et si on n'en est pas conscient, il suffit de regarder un certain nombre de sites, sites académiques, où on peut voir des documents qui ont été mis à disposition. Et quand on regarde comment mettre en place la démarche scientifique dans tout ce que c'est en première, enfin, moi, pour ce que j'ai pu voir, on utilise des fois, pas systématiquement, mais des expériences qui ont pu être faites déjà au collège. Donc on a bien cette idée d'avoir un enseignement en spirale où on revient et on va accroître la connaissance de l'élève, qu'il ait une meilleure appréhension du système global et du coup qu'il puisse maîtriser la connaissance et l'intégrer dans un champ plus large. Alors, je voudrais juste partir des documents éditeurs, puisqu'en fait, les documents qui ont été créés correspondent exactement à ce qui est donné dans le texte officiel, c'est-à-dire commencer par susciter la curiosité de l'élève et découvrir les différentes informations qui sont amenées à ça pour essayer d'extraire et qu'il se pose les questions importantes sur les notions du cours avant d'introduire le cours en lui-même. Donc, si on regarde l'ensemble des manuels scolaires qui ont été
écrits pour répondre aux contraintes des nouveaux programmes sur des documents, des livres scientifiques est à peu près toujours la même. Donc un certain nombre d'activités expérimentales ou documentaires nous sont proposées. Puis une question de synthèse ou de réflexion, un cours qui est plutôt concis avec des exemples, une fiche d'essentiel, et puis tous les exercices qui vont aller de l'exercice d'application jusqu'à l'exercice de synthèse, en passant par tout ce qui est méthodologie et entraînement vis-à-vis du bac. Si on regarde les documents, que ce soit de maths, on voit qu'on a une partie d'activité d'approche, une partie de cours et une partie d'exercices qui apparaissent. Donc ça, j'ai pris quelques exercices. Quelques chapitres, que ce soit en maths, donc avec un éditeur ou un autre éditeur, vous retrouvez une structure qui est à peu près similaire, d'accord, toujours avec une partie d'ouverture, de découverte, de cours et puis d'application. Donc ça, c'était pour la partie mathématiques. Si je regarde pour une partie sciences de la vie et de la terre, vous retrouvez toujours les mêmes structures, d'accord, donc avec cette partie d'activité qui devient primordiale et qui occupe une grande partie du cours. Alors, sur la partie physique, qui est exactement la même, pour avoir discuté avec des collègues du secondaire, avoué avoir rencontré des difficultés pour mettre cela en œuvre. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, hein, parce qu'ils n'avaient pas eu la formation, mais parce que les élèves n'arrivaient pas à synthétiser ce qu'ils voyaient. Ça, c'était une première remarque que je voulais faire vis-à-vis de l'activité expérimentale. C'est parfois dur pour certains, même si on a des exemples d'âge plus jeunes, tels la main à la pâte, d'arriver à partir d'expériences à faire des hypothèses et à les confronter. Des fois, ils ont plus de difficultés dans la partie que ce qu'ils pouvaient avoir précédemment. C'était une première remarque que je voulais vous faire. Il n'est pas toujours vrai quand même. Je pense que ça doit dépendre d'un certain nombre d'établissements. Si je reviens sur la démarche qu'ils vont acquérir en regardant ces activités, donc ils vont pouvoir analyser, poser des hypothèses, les confronter à la réalité. D'accord. Mais du coup, on va avoir un gros problème pour nous à l'université. Il n'est pas prévu de revoir la forme de nos enseignements. La partie cours magistral, c'est des TP, sachant qu'un certain nombre d'établissements sont quand même passés sur le cours intégré, donc un mélange de cours TD pour passer un petit groupe pour pouvoir mettre une transition en lycée-université, mais ça veut dire qu'il va falloir de nouveau reprendre ça. Les TP sont généralement construits dans nos enseignements en application du cours et pas en découverte de cours. Peu d'établissements ont encore des expériences de cours. Puis, il va y avoir un problème vis-à-vis de ces nouveaux bacheliers qui n'ont pas du tout cette manière de travailler. Et c'est là le problème de la concentration et de la prise de notes. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait aperçu certains de nos établissements. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir réagir, enfin, quel est votre avis sur ce point-là. J'ai dit que les TP étaient généralement en application de ce qu'on avait vu en cours, donc mais il reste toujours le parent pauvre dans nos enseignements. Là, je parle pour mon établissement. Il va falloir aussi revoir un certain nombre de nos pratiques pour mettre peut-être plus de pédagogie active, puisque finalement démarrer par des activités, c'est mettre vraiment l'étudiant au centre, et on n'a pas l'habitude dans nos établissements de travailler comme cela. Alors, par contre, c'est vrai que nous, en termes d'UNT initial, on a un certain nombre de ressources que l'on va pouvoir proposer dans le cadre de cette démarche expérimentale, que ce soit avec une TP, nos expériences menées, une TP, une série documentaire, qui vont pouvoir servir de base pour tout ce qui est démarche d'investigation. Voilà. Donc voilà pour ce que je souhaitais présenter, et je voudrais qu'on profite de ce webinaire pour discuter réellement de ce que l'on peut mettre en œuvre dans les établissements et comment vraiment améliorer cette transition lycée-université. Alors n'hésitez pas à intervenir hein, si maintenant vous avez soit des questions pour Sophie, soit des commentaires également. On est là pour échanger tous ensemble. Donc à vous la parole. Jean-Pierre Fabien, je peux m'exprimer ? Oui, allez-y, je vous en prie.
Donc c'est quelques remarques par rapport à ce que vous avez présenté. Si j'adhère à ce que vous avez dit, il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que c'est peut-être pas toujours perçu dans les établissements du secondaire, mais ce que l'on essaie de faire passer aux enseignants, c'est que le bac n'est pas une fin en soi. Et ça, par rapport à la pression sociétale, on est loin d'y arriver. Il y en a toujours cette pression-là. Pour moi, je trouve que c'est l'information en lycée doit correspondre au futur, si vous voulez, au niveau de l'université. Alors, sur cette démarche, vous parlez de démarche scientifique, et puis à la fin, vous avez quand même glissé démarche d'investigation. Pour moi, c'est toujours de la démarche d'investigation. Elle devient scientifique quand elle est expérimentale. C'est-à-dire que quand il y a véritablement une mise en activité de l'élève, sinon c'est une démarche d'investigation, mais elle est tout aussi honorable pour pouvoir faire travailler les élèves. Je dirais ma formation peut-être physique sort beaucoup sur la partie expérimentale. Si vous voulez, ce type de raisonnement, ou cette ouverture, correspond aussi bien à des études de lettres, en sciences humaines, en histoire-géographie, ce qu'on va pouvoir réaliser, puisque si on peut faire appel à des modèles, comme vous l'avez dit, ou à des documents, ou des recherches antérieures. Alors, sur la notion de compétence, vous avez un peu isolé compétence et vous avez dit, c'est la méthodologie. Pour moi, je tiens à préciser quand même, les compétences ne peuvent pas être considérées hors des connaissances. C'est-à-dire qu'on a obligatoirement un niveau de connaissances associé aux capacités et aux attitudes des élèves. Les attitudes dont vous avez parlé, c'est-à-dire on travaille en groupe, et puis également, c'est sur l'autonomie qu'on essaie de donner aux élèves. Alors, la grosse difficulté que l'on a, si vous voulez, c'est justement le point noir qui pour moi me paraît essentiel, sur lequel vous êtes appuyé, ce sont les livres des éditeurs. Je me bats contre ces livres des éditeurs qui ne font que permettre aux élèves de conserver une attitude consumériste et non pas décisionnaire. Or, notre rôle, même si tous les élèves ne seront pas des cadres supérieurs, c'est au moins de les rendre décisionnaires avant de les exécutants. Et dans nos pratiques ancestrales, pas si vieilles encore, et puisque ça continue même à l'université, c'est qu'on met les élèves dans une démarche consumériste. Donc la difficulté, c'est ces ouvrages qui imposent ce type de démarche. Si vous voulez, on a été formé, enfin moi j'avais été formé, ça s'appelait Eric, après c'est passé au Féric, après Guftéric. Il y a des enseignants qui s'imaginent que la démarche scientifique, c'est ce type linéaire de démarche, et qui est très bien exposé dans des livres. Or, c'est une logique de communication. Si vous prenez, moi j'avais travaillé quand j'étais à Montpellier, on avait travaillé sur les articles de Guénière, Marc Guénière sur la recherche. La publication d'un scientifique, elle se fait effectivement dans une structuration qui est euphérique. Observation, problème, hypothèse. Je veux dire qu'il y a une logique de communication. En revanche, le travail que l'on fait avec les élèves, c'est une investigation. Alors, c'est pas des découvertes que l'on demande aux élèves, ce sont des argumentations qu'il faut établir. Donc, c'est ce qui me paraissait important, si vous voulez. On construit des arguments, et obligatoirement, cela signifie que la notion de courte épée, si c'est une définition administrative ou comme nous, une définition horaire, elle n'a aucun sens dans le fonctionnement. C'est-à-dire que tout un cours doit se dérouler dans une démarche logique cohérente, une trame scientifique, j'appelle ça comme ça. Et dans cette trame scientifique, à un certain moment, suivant le nombre des élèves que vous allez avoir devant vous, là, vous avez la possibilité de les faire travailler seuls, ou la possibilité d'être démonstratif, ou bien de même faire un cours magistral, mais dans ce cours magistral, en essayant de montrer votre raisonnement. C'est-à-dire que par mimétisme, les élèves vont se mettre à vous proposer des hypothèses, et pas une seule comme on voit généralement. C'est donc une dissociation courte épée qui, moi, ne me paraît pas, je trouve gênante pour le fonctionnement, puisque c'est un raisonnement que l'on construit avec des arguments qu'on doit avoir. Alors, je ne sais pas, au niveau de l'université, ça doit être difficile, puisque vous avez le cours magistral, le TD, le TP, donc je ne sais pas comment ça peut se réunir. Et alors surtout, donc moi c'était ça, la question, vous présentez les livres, et je m'étais mis une question, mais pour qui sont les livres? Et moi je trouve que si c'est pour les élèves, je trouve très triste que quand vous demandez la couleur du cheval blanc d'Henri IV, vous n'ayez plus envie des élèves pour faire une recherche. Moi, ça me paraît tout à fait logique. En tant que parent, quand je regardais à mes enfants, je n'ai jamais posé de questions en donnant la réponse avant. Or, tous ces livres sont dans cette démarche-là. Et en plus, vous regardez, quand vous avez un regard scientifique, parce que j'avais fait un travail avec deux chercheurs de Chizé au CNRS en Deux-Sèvres, et sur justement la notion du doute scientifique, le pseudo-scientisme que l'on utilisait dans nos enseignements,
Eh bien, quand vous regardez, si vous voulez, sur les livres, vous avez des aberrations qui sont présentes par rapport à des études scientifiques, quand vous avez un pauvre chien qui est trituré, castré, hypertrophié du foie, etc. Et avec ça, on vous fait tous les résultats, on vous généralise tout ça. Il n'y a aucune approche statistique. Voilà, donc il y a tout cet impact, si vous voulez, j'essaie d'aller vite parce que je ne veux pas prendre la parole, mais c'est pour moi quelque chose de gênant dans la construction, justement, dans la mise en activité de nos élèves. Je suis ravie de toutes les remarques que vous venez de faire, en fait. Parce que, en effet, j'ai illustré sur les livres pour deux raisons. Parce que je trouve que c'est dommage que, même si les éditeurs sont passés beaucoup sur le numérique, justement, on ne va pas plus loin que de leur donner des documents comme ça et on n'ouvre pas. Je trouve que c'est dommage. Donc, je sais que pas mal de formations d'enseignants secondaires sont partis sur ça, sur l'utilisation de ressources plus larges que juste les livres. Ça, je suis ravie. Vous avez raison, c'est pour ça que j'avais présenté les maths, mais j'ai oublié d'accentuer dessus sur la partie argumentation. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque énormément. Alors là, je vais parler pour nos étudiants, hein, parce que c'est vrai qu'ils recherchent en disant bon, ben, quelle formule je peux appliquer, quelle hypothèse je peux émettre, et ils vont pas, et comme vous le dites, ils n'en proposent pas plusieurs. On en a une, et c'est déjà si on en a une, c'est bien. 3 fois sur 4, ils ont peur de se tromper. Donc c'est vrai que si l'enseignement qui va être pratiqué là maintenant peut les amener à émettre des hypothèses sans avoir peur qu'elles soient fausses, on a déjà gagné énormément dans le cadre de cette démarche scientifique. Parce que ça, c'est vrai que cette heure-là, elle est toujours présente. Pour en revenir sur les expériences de cours et partie, je dirais, dissociation entre cours et TP, je pense que oui, nous, on va avoir réellement un problème, même si un certain nombre d'établissements travaillent de plus en plus avec des projets et ont des lieux dédiés, mais c'est vrai qu'on a le problème de la prise en compte du travail d'enseignant sur ça. En tout cas, merci pour tous ces commentaires. D'autres remarques ou questions, ou points sur lesquels on peut peut-être échanger? En fait, faisant partie d'un pays, disons, un peu extérieur à la France, et comme je peux m'en apercevoir maintenant, c'est plutôt quelque chose qui est spécifique un peu à une formation beaucoup plus française et établissement français. Mais je m'aperçois qu'en fait, nous avons aussi en Algérie les mêmes problèmes. Cette transition lycée-université crée beaucoup de problèmes déjà sous forme d'échelle, comme on dit, à partir d'une classe, se retrouver dans un amphi pour un élève, c'est très très difficile à gérer. Et effectivement, c'est l'accompagnement au lycée et l'accompagnement à l'université est totalement différent. Donc ça crée aussi beaucoup de problèmes. Mais nous avons un autre problème, effectivement, dans le sens de l'aspect depuis qu'on a appliqué le système LMP il y a déjà 5 ou 6 ans maintenant, au niveau des universités algériennes. On a beaucoup de problèmes aussi avec les encadrants, les enseignants eux-mêmes. Disons que le principal problème aussi, d'après ce que j'ai vu dans l'expérimentation, vous utilisez beaucoup l'approche par problème et c'est très très intéressant effectivement puisque ça permet un peu une autonomie, un travail collaboratif entre les étudiants. Et notre problème en ce moment aussi, c'est d'intégrer les enseignants eux-mêmes à accepter ce phénomène de changement et ça nous crée beaucoup de problèmes effectivement pour faire sortir l'enseignant du centre du dispositif pédagogique de façon globale. Donc ça nous crée beaucoup de problèmes. Et disons que je m'aperçois que vous êtes un peu avancé dans le sens d'expérimentation par rapport à ce qu'on est en train de... Nous, aujourd'hui, moi-même, disons, et avec l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment, nous nous occupons beaucoup des enseignants d'abord pour préparer l'encadrement avant d'aller vers les élèves. Quoique le problème du livre se pose crucialement chez nous aussi. C'est-à-dire les étudiants, lui, sont très loin de la lecture traditionnelle de livres et c'est beaucoup plus le numérique qui l'emporte. Donc c'est beaucoup plus difficile de garder la notion de livre, effectivement. C'est-à-dire je n'ai pas effectivement... La seule question, en fait, que j'avais à poser concernant un peu le parcours, vous avez parlé d'activité, ensuite d'exercice. Je ne vois pas vraiment où est la différence entre l'activité et l'exercice lui-même. Et est-ce que vous avez prévu de faire une attitude réflexive du parcours de l'élève par lui-même?
Merci. Alors, pour l'activité, alors c'est vrai qu'un exercice est une activité, on est bien d'accord, c'est une activité d'application, mais on était plus sur la partie activité, voilà, c'était exactement ça, j'allais dire analyse de texte. C'est ce genre d'activité de recherche documentaire, d'analyse d'un texte, tout ça. Voilà, c'est des exercices qu'on avait l'habitude d'avoir déjà, mais c'est vrai qu'on avait tendance à faire beaucoup d'exercices, je dirais purement d'application du cours. Voilà, c'était juste ça. L'activité, l'exercice d'application, il est souvent individuel, peut-être je cherchais à dire, tandis que quand vous êtes dans une activité d'apprentissage plus global, vous avez cette partie de travail en groupe, de travail en équipe, et aussi d'hypothèse qui n'est pas obligatoirement dans la partie précédente, je dirais, dans les programmes précédents. Pour ce qui concerne l'implication des enseignants, je ne sais pas si on est vraiment avancé. Je pense que ça dépend énormément des établissements, ça dépend énormément de la sensibilité des enseignants aussi. Moi, je reste persuadée que dans mon établissement, j'ai un certain nombre de collègues qui ne vont pas bouger. Voilà. La priorité de l'évaluation de la recherche sur l'enseignement, c'est qu'ils ne bougeront pas. Et j'ai peur, je ne l'ai pas dit, mais j'ai peur que ce soit aussi un frein à cette poursuite d'études, enfin, à une poursuite d'études adaptée par rapport à ce qu'ils ont connu au lycée. Et ça, je trouve ça dommage parce que, comme ça a été fait remarquer, c'est vrai que la démarche d'investigation, si on leur fait perdre complètement à l'université, on aura raté quelque chose. On rate vraiment quelque chose pour former des chercheurs et des scientifiques au sens large. Pour répondre sur l'analyse de texte et la recherche d'hypothèses, je ne serais pas capable de dire si c'est à la portée de tous les élèves, mais je pense qu'on va avoir des différences en effet selon. Et je pense que l'autonomie des établissements va peut-être aussi jouer un rôle vis-à-vis de la mise en place de cette démarche d'investigation et des parties réflexives sur les étudiants, sur les élèves. Pardon. Alors, la deuxième question, je parle justement de comment apprécier en direct la pertinence des hypothèses proposées par les élèves et le niveau des enseignants de lycée. Je ne sais pas répondre sur ça. Il y a beaucoup d'académies, alors là je pense que... Je voulais, je peux répondre à plusieurs. Je voulais d'abord parler pour le changement de posture des enseignants. Où vous dites qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais c'est une volonté aussi d'avoir une réflexion sur la remise en cause de ces pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système de fonctionnement où on ne fait que reproduire ce que l'on a connu comme élève. Et personne n'essaie de casser cette dynamique. Donc les chercheurs de Chizé avec qui j'avais travaillé, c'était des gens qui avaient été professeurs de lycée avant de devenir chercheurs au CNRS. Ce qui veut dire qu'ils avaient vraiment une vision critique de l'enseignement qu'on faisait. Actuellement, quand ils reçoivent des doctorants, ils s'étonnent, ces doctorants, que finalement, vous nous posez des questions, vous n'avez pas la réponse. Et c'est ça, justement, la découverte, enfin, c'est pas la découverte, mais la nécessité d'être créatif. Alors, il y a quelqu'un qui posait, justement, est-ce que c'est à la portée de tous les élèves? Il faut prendre conscience d'aller voir, vous avez parlé de main à la pâte, essayez d'aller voir dans une école primaire comment les élèves travaillent. Ils sont en autonomie créative. Moi, j'ai eu une séance, comment laver le sale. Une gamine de 6 ans qui dit, mais maîtresse, si je garde pas un peu de sale, comment je vais savoir qu'elle est devenue propre? La notion même de témoin qui disparaît chez un enseignant confirmé qui fait sa démonstration, alors qu'une élève de 6 ans est capable, c'était en section grande maternelle, elle est capable de vous faire, d'avoir une référence. Je vous dis qu'il y a une créativité naturelle innée chez les élèves, et en fait, en les formatant dans notre système scolaire dès l'entrée du collège, on perd cette autonomie. Et donc on peut rassurer la personne qui s'est demandé si c'est à la portée de tous les élèves. Oui, tous les élèves sont curieux, vivants et ont envie de faire des séances. C'est notre formatage qui permet ensuite peut-être de comprendre cette exclusion du domaine scientifique. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Et le changement de pratique d'enseignant, il faut le voir, vous l'avez cité avec les TPE, mais les PIE en classe préparatoire.
où la posture de l'enseignant n'est plus la transmission du savoir. Le savoir est obligatoire, puisque c'est le superman, si vous voulez, de la formation que l'on va avoir, mais le professeur est là en tant qu'accompagnateur. Et ça, c'est justement ce changement de posture qui est parfois délicat à faire passer aux collègues. Alors une question de Madame Brost. On parlait de la formation des enseignants par rapport à l'ambition des programmes de lycée, en terminale S par exemple. Pour moi, le programme, à chaque fois qu'on met en avant, c'est une chape de béton qu'on se construit soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, le programme, c'est un cadre dans lequel on est capable de placer des notions. Vous prenez un programme, et moi je l'avais fait par exemple, c'était quand en tant qu'étudiant, on avait sur Bordeaux, on avait étudié l'ensemble du règne végétal, il fallait redoubler pour pouvoir passer le capet sous la grègue, parce que le professeur traitait ça sur 2 ans. À l'école normale à Saint-Cloud, en 3 semaines, c'était traité. Je veux dire que la leader du programme n'a rien à voir, l'ambition, c'est l'ambition que vous vous posez. Or, comme vous prenez justement les manuels scolaires, ces manuels scolaires, ce sont des illustrations du programme. Or, un cours, ce n'est pas une illustration du programme, c'est une réflexion individuelle de chaque professeur, c'est sa personnalité. Donc, il y a des éléments qu'il fera passer, c'est-à-dire il y aura des connaissances qu'il va faire argumenter par les faits. Dans d'autres cas, un peu magistral, il va montrer son raisonnement pour construire ces notions-là. Donc, il ne faut pas considérer le programme à chaque fois comme un frein. C'est une plateforme, justement, où on a notre liberté. Alors Nathalie Lebrun pose cette question. Comment les élèves peuvent-ils analyser un texte quand on constate même au niveau universitaire des difficultés de maîtrise de la langue? Monsieur Fabien, vous voulez réagir peut-être? Là aussi, c'est dans un travail de fond, si vous voulez, dont moi je vois, puisque je travaille aussi bien au collège qu'en lycée, je trouve dommageable sur les formations que l'on ne réfléchisse pas sur une transversalité. C'est-à-dire que quand je vois un petit gamin premier mois au collège et qui me dit je suis nul en maths, et je me dis je serai le papa de cet élève, j'irai voir le prof pour lui expliquer qu'on ne peut pas être nul en maths. C'est-à-dire qu'en fait, on a des compétences, et dans ces compétences, on est capable, si vous voulez, de briller un peu partout. Et pour le français, c'est pareil. Et en fait, quand je rencontre des enseignants qui me disent « Ah, mais j'ai pas fait travailler sur l'expression, sur la lecture, ou sur l'expression orale, ou sur la communication, parce que c'est fait dans une autre discipline. » Et c'est notre problème, si vous voulez, au niveau de notre enseignement, c'est un cloisonnement disciplinaire qui empêche d'avoir une formation cohérente de l'élève. Et donc la difficulté de l'écrit, c'est vrai qu'on la constate, et je vous dirais qu'en ce moment j'essaie de recruter des contractuels, des docteurs, et franchement, quand je vois leur écrit, ça me fait mal. Et pourtant ils y sont arrivés, ils ont un doctorat. Alors je ne sais pas comment remédier à tout ça, mais je veux dire que si tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, avaient ces exigences sur les attendus, peut-être qu'on aurait une meilleure évolution, une meilleure appropriation des notions par les étudiants, les élèves et les étudiants. Réaction de Madame Brost par rapport aux commentaires que chacun a pu faire. Quand elle parlait de la formation des enseignants par rapport à l'ambition des programmes de lycée, elle parlait surtout du niveau scientifique du programme et pas du volume horaire, je pense, du programme. C'est la même chose, au niveau scientifique, il suffit de se le caler soi-même. Ce sont des choix, en fait, un enseignant, je crois que c'est la base même, c'est que quand il est capable de faire des choix, c'est comme ça qu'il va vivre. Il ne faut pas absolument vouloir être exhaustif quand vous faites un programme, donc le niveau scientifique. Et Madame Jekyll l'a dit, les programmes sont spiralaires, donc vous y reviendrez. Il y a obligatoirement des boîtes noires, donc il y a des choses sur lesquelles on va passer, donc on va se limiter sur les notions. Pour avoir discuté avec certains collègues, enfin enseignants au lycée, c'est vrai que l'introduction, par exemple, en physique de la relativité, leur fait un petit peu peur. Il y a quand même un niveau, même si l'on fait à l'université, pour la plupart, ils trouvent que c'est pas évident à faire passer ces concepts qu'ils ont eu eux-mêmes des difficultés, je dirais, à acquérir, à des élèves qui n'ont pas obligatoirement un bagage suffisant pour comprendre. Alors, c'est vrai que déjà, avoir une vision de ce que ça couvre, ça peut être un premier pas. Pour préparer l'université, je suis d'accord sur le niveau scientifique, mais c'est vrai que je pense que la formation des enseignants est primordiale sur ces parties-là aussi. On n'a pas le professeur Lanterlu pour ça, pour parler justement de la relativité. Il y a des BD qui existent depuis, je crois que ça doit être dans les années 80, il a dû produire ça. Oui, non, mais il y a en effet des sources, mais ce que je veux dire, des jeux sérieux. Il faut
quand même amener ces enseignants à se poser, parce qu'il y a quand même deux catégories d'enseignants. Il y a ceux qui vont essayer de bouger et de... Ouais, c'est vrai. On va le dire comme ça, et puis ceux qui ne veulent absolument pas. Hein. Vous savez comme moi. Oui, ça. Mais je pense qu'il y a cette partie-là qui est quand même assez difficile à mettre en œuvre, qui va créer des disparités entre établissements énormes, je pense. Je trouve qu'il y a peut-être une chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est ce que je vous disais, c'est supprimer le cloisonnement disciplinaire et favoriser le travail en commun. C'est-à-dire que c'est sûr que tous, on n'a pas la même, on est inégaux. Hein. Il y a eu des dômes qui disaient qu'on était tous égaux, on avait le même nombre de cellules. Je suis désolé, elles ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, c'est quand même important, je pense, que si on partage nos ressources, nos compétences, on doit être capable justement de s'améliorer. Alors c'est vrai que certains seront plus dynamiques que d'autres, on peut pas le nier, mais c'est ce travail en commun qui doit pouvoir le permettre, je pense, justement, de faire évoluer. Et c'est éviter d'être dans des chapelles disciplinaires. Et regardez, alors c'était le travail, vous l'avez évoqué, je pense que l'UST, l'enseignement intégré des sciences et de la technologie, c'est quelque chose qui est accepté par certains, refusé par d'autres, parce qu'il y a une perte de spécificité disciplinaire. Or, quand on regarde les enseignants qui travaillent dans ce cas-là, puisque chez Poitiers, on a 4 collèges qui travaillaient comme ça, on n'a pas la perte de la spécificité disciplinaire. En revanche, on a une réflexion plus poussée sur les acquisitions des autres disciplines. Et dans son cours que l'on réalise, puisqu'on fait un cours de sciences et pas d'une discipline, eh bien, on a des gens qui sont capables d'avoir une vision transversale. Et donc, ça change totalement l'approche. Et je pense que c'est dans cette voie-là, Pierre Léna pourrait le défendre bien mieux que moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est une difficulté auquel vous êtes confrontés dans le secondaire, et je vous laisse imaginer dans le supérieur, où on va encore dissocier plus les disciplines. C'est encore plus difficile, hein, pour avoir travaillé justement avec des collègues sur des projets transdisciplinaires. C'est pas toujours évident, et là on retrouve encore quelques pionniers, je dirais, et pas la masse des enseignants. En fait, si vous permettez, j'ai écouté énormément ce qui se disait. À mon avis, en tout cas, suite à une expérience personnelle, disons, au niveau de mon établissement à l'Université de Constantine, vis-à-vis des enseignants, en fait, il y a deux choses importantes qui m'ont permis un peu de commencer à débloquer des situations. Un, c'est la formation continue elle-même des enseignants, et c'est d'intégrer un programme de formation des enseignants en complément de leurs activités pédagogiques éventuellement. Et la deuxième chose, en fait, le problème que j'ai eu, c'est on va chez un enseignant pour essayer donc de lui proposer d'autres démarches, qu'elles soient scientifiques ou pédagogiques. La question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je vais y gagner? Donc, il y a en fait deux aspects dans ce cadre-là. Un, l'aspect financier, pourquoi faire un travail supplémentaire alors que je ne vais rien gagner dans le sens financier, ou bien vis-à-vis de sa carrière professionnelle. Donc là, si on arrive à répondre à ces deux questions avec l'aspect formation continue, je pense qu'on va faire beaucoup de pas en avant. Alors, merci Monsieur Benalhadj. Justement, un petit mot de Madame Brost qui va un peu dans le même sens et qui manifestement n'est pas toujours d'accord avec ce qui a été dit, mais je me fais l'interprète. Elle dit mais la formation continue des enseignants du secondaire est réduite à une peau de chagrin. Comment les mettre au niveau en physique quantique ou en RMN? Quand on parle de regarder bouillir l'eau, c'est ok, mais à l'université, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec Madame Brost, hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans la formation, on n'a plus de formation continue. C'est pour ça que d'ailleurs je m'intéressais au webinaire, parce que je trouve que c'est un système sur lequel on peut partager nos compétences et ça me paraît très, très utile. Les conférences également, parce que je sais pas, vous savez qu'on a les deux sites universitaires, Jussieu pour les sciences de la vie et ENS à Lyon pour la planète Terre. Et je trouve qu'il y a des conférences et quand vous êtes isolé, moi je suis dans un coin perdu de la Charente, c'est un moyen, si vous voulez, d'avoir accès à la connaissance et ça me paraît important. Donc c'est dans ce type de formation, je veux dire qu'il faut peut-être pas toujours attendre que l'on soit en train de vous dire voilà, vous allez faire telle formation. Comme exemple, j'ai proposé une visioconférence pour l'ensemble des professeurs de l'Académie de Poitiers, 640 professeurs, et j'ai eu 32 inscrits. Voilà. Donc je veux dire qu'il y a aussi la motivation des enseignants. Je conseille aux gens de s'imprégner de Dr House. Les premières séries
qui me paraissait très intéressante. Après, c'était édulcoré. Mais c'est sur le type de la structuration de la séance. Je trouve que les scénaristes ont vraiment une approche pédagogique pertinente. Et quand vous regardez en troisième, vous avez le programme sur la génétique. Et pour des élèves de troisième, la génétique, même si ils ont l'habitude d'entendre parler d'ADN avec certains produits de beauté, c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Alors j'ai un enseignant qui a développé sur un collège à Cozes en Charente-Maritime, il a développé tout le programme génétique par une enquête policière. Et les gamins font de la génétique avec passion et tout est absorbé. Je veux dire qu'il y a une autre approche. Donc je vois, c'est les jeux sérieux que vous avez signalés, ça rejoint cela. On a ici du plaisir, les élèves ont du plaisir. Donc pour un enseignant, avoir des élèves qui ne s'ennuient pas en classe, parce que c'est notre problème. Alors, je sais pas, à l'université, normalement, ils sont plus motivés puisqu'ils viennent vous voir, mais nous, on a des élèves qui subissent. Moi, j'aimerais qu'on dise à nos élèves, si ça te plaît pas, si mon cours ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Alors, parfois, ça serait peut-être démagogique, mais n'empêche, c'est ce qu'on faisait à l'université. On avait des cours qui nous ennuyaient, et on n'y allait pas. Et bien là, les élèves, ils sont obligés de subir. Donc, c'est un mauvais cadre, si vous voulez, pour apprendre. Et je trouve que, pour répondre à M. Hadjadj, c'était l'histoire d'un professeur, c'est avoir cette réactivité des élèves, bah, c'est déjà quelque chose de formidable. Et cette structuration, si vous voulez, cette démarche cette formation dans laquelle vous impliquez les élèves, on le retrouve actuellement justement en supprimant le cloisonnement disciplinaire avec les enseignements d'exploration. Où justement, c'est cette approche multidisciplinaire qui permet une meilleure application des élèves dans leurs travaux. Alors, une pensée de Nathalie Lebrun. Comment les enseignants peuvent appréhender une démarche d'investigation quand certains enseignants ont eu même des difficultés entre hypothèse et prédiction? Il semble qu'il y ait vraiment un besoin de formation sur celle-ci. Par rapport à cette question, je me dis que ça, c'est le problème du professeur qui veut absolument mettre des étiquettes un peu partout et savoir maîtriser la pédagogie. Est-ce que l'élève, il a besoin d'être dans cette démarche-là? Pour l'élève, moi, je trouve qu'il faut être dans l'opérationnel. Il y a du possible. Après, ça peut être une conjecture, ça peut être une hypothèse, ça peut être une prédiction. Et ça, si on veut rentrer dans ces termes, on peut le faire. Mais c'est pas notre motivation dans le fonctionnement. L'élève, il doit proposer des choses. Il n'est pas en train il fait vivre, si vous voulez, sa recherche, et il n'est pas en train de définir par rapport à une pédagogie. Je vais continuer un peu sur ça. Quand Nathalie parle d'enseignants ayant des difficultés entre hypothèses et prédictions, je pense que de toute façon, les enseignants ont des difficultés à se remettre en question. Premièrement, il est dur pour un enseignant de dire « je ne sais pas ». Et là, tel que les élèves vont arriver, il faudrait qu'ils apprennent aussi. Un enseignant a le droit de ne pas savoir répondre dans la minute, mais peut-être d'aider l'étudiant et l'élève à faire la recherche en lui-même. C'est peut-être aussi un changement d'attitude qu'il faudrait qu'on introduise dedans. C'est-à-dire que la remise en cause, qui est celle du chercheur, quand même, il faudrait qu'elle apparaisse clairement. C'était un point, voilà, je voulais juste prendre ça aussi en termes, c'est pas c'est de la formation, mais c'est aussi de la réflexion que je pense faut amener certains enseignants à avoir pour qu'ils puissent aussi la donner et l'amener aux élèves. C'est une première remarque. Je voudrais faire une remarque plus générale sur la partie démarche scientifique et démarche d'investigation. Je resterai sur cette même logique-là. Je pense que c'est un plus dans notre logique d'évolution. Voilà. Je pense que vous parliez tout à l'heure des sites DGESCO pour les ressources. On a la toile est une formidable ressource, mais qu'on n'arrive pas à exploiter correctement. Et on n'arrive pas à mettre en commun, à dire aux enseignants, rechercher. Donc c'est vrai que les sites de DGESCO, je parle de la DGESCO en général, les sites essaient de pointer sur les ressources. Nous, on a travaillé, on en a un certain nombre, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à mettre plus en commun. Et l'idée de ces webinaires est aussi dans cette idée de faire connaître les ressources qui peuvent être, les réflexions, et d'amener à tisser des communautés qui peuvent s'entraider et qui pourraient s'entraider aussi sur la transition de ces universités et à prolonger cette réflexion sur la démarche scientifique un petit peu plus loin. Alors, juste pour répondre aux deux questions, parce que je suis désolée, je suis enseignante et j'ai cours à 14 heures, donc je vais devoir après vous laisser. Sur les moyens scientifiques et pédagogiques de prendre le risque pour travailler, je ne sais pas si les gens ont les moyens, mais la question est est-ce qu'ils ont l'envie.
parce que voilà, ou est-ce qu'il faut les inciter en donnant des moyens? Ça dépend aussi de comment on veut le faire. Est-ce qu'on risque pas de rater un virage en ne prenant aucun risque? C'était la première remarque que je vais faire. Je suis pas sûre qu'on ait les moyens, mais est-ce qu'il faut pas au moins qu'on essaie de travailler en ce sens-là? Il me semble que ce qui a été mis en place au lycée doit aussi avoir un écho chez nous. Je vais revenir sur le regard critique de la ressource. On trouve tout sur la toile. Oui, c'est bien pour ça que je parlais des sites et de la communauté. C'est que je pense qu'en effet, si on n'arrive pas entre nous à avoir un regard critique et à proposer des scénarios d'utilisation de ressources, on a raté quelque chose en tant qu'enseignant et en tant que promoteur des ressources numériques. Ça, c'est la première remarque. Je suis tout à fait d'accord. Mais aider les élèves à acquérir un regard critique sur ce qu'on trouve sur la toile, déjà, on fait un gros travail si on arrive à leur inculquer cette idée que tout ce qui est sur la toile n'est pas bon. Pour la démarche d'investigation et la démarche du chercheur, non, je suis d'accord avec toi, Nathalie, elles sont pas similaires, mais elles ont des similarités. C'est-à-dire qu'on a des parties qui se retrouvent dans les deux. Mais on peut pas les amalgamer. Voilà ce que je voulais répondre. Je sais pas si d'autres personnes veulent intervenir sur vis-à-vis des remarques qui ont été faites ou de ce que je viens de dire avant qu'on ne se sépare. Marie nous cite donc dans le cadre d'Uniciel, pour ceux qui sont là et qui connaissent pas, nous avons un projet qui s'appelle Pédagothèque adaptée au cursus et dans lequel nous avons essayé de faire du lien entre les programmes des universités et les ressources qu'on avait sur Uniciel, parce qu'on s'est aperçu qu'en effet, si on voulait inciter nos étudiants à aller travailler sur les ressources numériques, il fallait qu'on puisse faire le lien avec ce qu'ils ont dans leur propre cours et comment élargir leur vision. Alors je pense qu'on peut conclure ici et merci beaucoup pour tous vos échanges. Merci Sophie également pour ta présentation. Et je vous ai mis également sur le forum le descriptif de tous les autres webinaires prévus. Celui qui suivra concerne un autre module un peu nouveau, informatique et sciences du numérique. Et puis celui qui suivra encore, ça concerne notamment la réforme spécifique à la physique-chimie. Donc d'autres suivront par la suite. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous le souhaitez. Et bientôt, le podcast et le diaporama seront disponibles sur ce même site. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le premier webinaire déjà en vidéo dans la rubrique descriptif. Je vous remercie à tous pour vos échanges et on vous dit à bientôt. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.